Bonjour Arnaud Danjean, vous êtes député européen et spécialiste des questions de défense. L'invasion de la Crimée par la Russie, le déchaînement de violences terroristes par Daesh, la montée en puissance de la Chine et le durcissement des relations internationales avec le retour du rapport de force comme mode de régulation ont ouvert les yeux des dirigeants européens en matière de défense. Alors, au-delà des déclarations incantatoires, par quelle porte faut-il entrer pour pouvoir avoir et mener une vraie politique de défense européenne ? Le point de départ, c'est vraiment l'accumulation des menaces et des crises autour du continent européen. Et effectivement, les dirigeants européens et les populations européennes ont pris conscience véritablement de leur vulnérabilité et du fait également, ce qui est un phénomène très important, que la fiabilité des alliances dans lesquelles on avait investi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier l'alliance avec les Américains, ces alliances ne sont plus forcément aussi fiables qu'auparavant pour assurer notre sécurité. Donc il y a une prise de conscience incontestablement au niveau européen. Pour autant, de la prise de conscience à la réalisation de projets concrets qui permettraient aux Européens de prendre en main leur destinée en matière de sécurité et de défense, il y a un pas gigantesque. D'aucuns vous diront que le pas a été largement franchi grâce aux dernières initiatives qui ont été prises au niveau européen, un fonds européen de défense, une coopération structurée permanente, beaucoup d'acronymes et beaucoup de dispositifs assez techniques finalement qui vont dans la bonne direction, c'est incontestable, et pour autant il n'y a pas eu véritablement de changement d'échelle pour la réflexion européenne en matière de défense. Nous restons extrêmement dépendants des États-Unis, y compris nous-mêmes Français qui sommes par ailleurs sans doute les plus autonomes, et sur le plan industriel comme sur le plan opérationnel, nous voyons que l'Europe continue d'avancer de façon dispersée et de façon dispersée également conceptuellement. L'évidence d'une défense européenne n'est pas une évidence pour tout le monde, et plus on rentre dans les détails de ce qui devrait être fait, plus on touche à des difficultés liées aux souverainetés nationales, liées aux histoires différentes, liées à l'hétérogénéité de nos systèmes de défense, liées aux coûts sociaux parfois de restructuration industrielle. Bref, c'est un chantier extrêmement important et qui n'est qu'embryonnaire par rapport à l'ampleur de la tâche qui est à accomplir. On comprend donc dans vos propos que l'Europe a besoin de davantage de coopération pour mieux doter ses armées. D'ailleurs, c'est le premier investisseur militaire derrière les États-Unis et pourtant l'Union européenne investit, comme vous le dites, de manière très dispersée. On va prendre un exemple, sur 120 navires de guerre actuellement en service au sein des marines européennes, 70% ont été construits par des chantiers purement nationaux, ou encore sur une flotte de 4800 blindés majeurs en service dans les États membres, près de la moitié sont des produits nationaux. Du coup, est-ce que la défense européenne passe en premier lieu par une meilleure coopération industrielle ? C'est le biais qui a été pris au niveau européen et par les institutions européennes. D'abord parce qu'au terme des traités européens, il était difficile aux institutions européennes de rentrer, j'allais dire, dans le dur des opérations, qui restent là pour le coup très nationales, et des budgets militaires qui restent là aussi très nationaux, et c'est assez logique. Donc le biais choisi est celui de ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire les capacités notamment industrielles. Et de ce point de vue-là, beaucoup d'acteurs européens estiment qu'il y a une rationalisation, une consolidation possible pour éviter ce que vous mentionnez, c'est-à-dire sur un même marché européen, avoir plusieurs programmes, voire des dizaines de programmes en matière d'équipement. Donc il y a une rationalité économique derrière, mais qui dit rationalité économique dit aussi conséquences qui ne sont pas toujours appréhendées d'ailleurs, conséquences sociales, et puis conséquences en termes également de souveraineté, et pas que de souveraineté strictement industrielle. On sait que l'industrie de défense est aussi quelque chose qui génère beaucoup de retombées en matière civile, en matière de brevets, en matière de droits de propriété intellectuelle. Tout ça, c'est aussi des dossiers très techniques qui expliquent la difficulté à parfois concentrer les efforts. Personne ne veut véritablement renoncer à ces fleurons industriels, personne ne veut vraiment renoncer à ses capacités de recherche autonomes. S'y ajoutent des facteurs beaucoup plus complexes dans le cas d'un pays comme la France, par exemple, qui est doté d'une industrie de défense extrêmement forte et variée. Mais par exemple, beaucoup d'industries de défense en France sont issues du programme nucléaire français.
ce qui est une singularité, puisqu'à part les Britanniques, mais qui dépendent des Américains sur ce pan-là, nous sommes les seuls en Europe à avoir une capacité nucléaire militaire. Et l'industrie de défense, même si ça n'apparaît pas évident, parce qu'il y a des produits qui n'ont rien à voir avec le nucléaire, l'industrie de défense française, les capacités de recherche en France se sont aussi développées à partir de ces investissements dans le nucléaire militaire. Et donc il est difficile pour la France de se séparer d'un certain nombre d'actifs industriels, de capacités industrielles, de savoir-faire industriel, parce que ça remettrait en cause tout un ensemble de programmes qui, eux, sont liés à des compétences très nationales. Donc, sur le papier, je dirais en théorie, oui, les consolidations, les restructurations industrielles sont indispensables. Certaines ont déjà lieu. Airbus, finalement, est aussi le fruit d'une forme de rationalisation industrielle, mais on voit la difficulté à aller plus loin, le coût que ça peut induire, et parfois il y a une forme de naïveté dans l'approche qui est celle de la Commission européenne, avec des modèles très économiques, en disant il est logique finalement que telle et telle entreprise fusionne pour donner plus de rationalité au marché européen. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est malgré tout indispensable, parce qu'il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que le marché européen, aujourd'hui en matière d'armement, il est très limité, que le marché, il est mondial, et que donc, à la fois en termes de concurrence de l'offre, si nous ne sommes pas compétitifs, nous allons nous faire tailler des croupières par tous les nouveaux États qui sont très actifs sur ces marchés, Chine, Inde, bon, les États-Unis bien sûr, mais aussi d'autres nouveaux venus. Et puis deuxièmement, en termes de demande, là aussi, la demande elle est mondiale. Et si vous n'assurez pas des marchés à l'exportation, vous ne pouvez pas faire vivre vos industries de défense nationale. Donc de toute façon, des restructurations sont inévitables. L'ampleur de ces restructurations, la façon dont elles sont gérées politiquement, ça c'est une question beaucoup plus sensible et c'est toujours pas tranché dans un nombre important de cas. Merci Arnaud. Merci.